À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir donc Karine Bannelier donc de l'institut donc Cyber Security Institute University donc Grenoble-Alpes. Merci Karine d'être avec nous. Nous avons également Léonard Roland. Merci beaucoup d'être également à nos côtés, sous-directeur de la cybersécurité au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous avons le plaisir d'accueillir Marisol Macpherson. Merci beaucoup d'être également à nos côtés, donc du Canadian Center for Cyber Security. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons l'immense plaisir aussi d'avoir avec nous Michael Delette, donc de Europol. Merci d'être également présent à nos côtés. Et nous avons le plaisir d'avoir Jan Kralik, donc du Council of Europe. Thank you, Jan, to be with us today. Let's start with you, Jan. On va commencer par vous, Yann, si vous êtes d'accord pour une première question. Si vous pouvez nous parler un peu sur les preuves numériques et le rôle de la coopération internationale dans ce domaine, avec peut-être quelques cas qui pourraient être utiles à titre d'illustration. Et si vous pouvez prendre le micro. Merci de m'avoir passé la parole. Bonjour. Tout d'abord, je vais m'excuser. Je vais peut-être être le seul à faire ma présentation en anglais. Je m'en excuse. Et tout d'abord, je souhaiterais dire que je viens de la division cybercriminalité du Conseil de l'Europe. C'est un secrétariat du comité pour la Convention sur la cybercriminalité, la seule convention, seul traité actuel sur les preuves numériques et la cybercriminalité, actuellement avec 70 États partis. Et lorsque vous posez la question de savoir quelles sont les menaces ou les attaques actuelles, ce que je peux vous dire de la part de nos États partis, c'est que l'une des formes les plus courantes, ce sont les rançongiciels, caractérisés bien évidemment par la gravité de ces cas. Il y a eu quelques cas récents où des hôpitaux ont été arrêtés, n'ont pas pu fournir des traitements aux patients, aussi des institutions de l'État ciblées au Costa Rica, par exemple, qui a dû déclarer un état d'urgence car ces systèmes d'infrastructures critiques ont été ciblés par les attaques. Et aussi, les attaquants ont passé des mois dans les systèmes du gouvernement albanais. C'est critique, c'est très coûteux pour les sociétés aussi. On dit qu'il y a plus d'1 milliard de dollars en termes de coûts des rançongiciels au cours de l'année dernière. On voit aussi de nouvelles techniques, les rançongiciels comme service, ransomware as a service, pour que ces choses soient à la disposition de plus en plus de personnes qui puissent lancer de telles attaques. Et aussi, il y a la question de l'intelligence artificielle et générative notamment. Et bien évidemment, nous allons voir les impacts de tout ceci à l'avenir, mais ces outils sont utilisés pour la création de contenu et donc peuvent être très utiles pour fabriquer des courriels de phishing taillés sur mesure. Et on dit que l'IA, en fait, c'est une forme d'ingénierie sociale sur stéroïdes, vraiment, qui puisse fournir des mails qui soient vraiment adaptés. Non pas juste un message soi-disant de Cristiano Ronaldo pour demander 1 000 € parce qu'il a perdu sa carte de crédit, et plutôt vraiment des choses vraiment qui ciblent les besoins et des individus. Et donc, pour conclure sur l'importance de la coopération internationale, le comité a publié un guide sur l'utilisation des pouvoirs de coopération internationale qui peuvent servir, qui peuvent être utiles pour réagir à toutes sortes d'infractions, pour les enquêtes aussi sur les assassinats, les kidnappings. Les données peuvent être utiles, et puisque les données entre les mains des fournisseurs de services, des prestataires de services sont très importants dans la coopération internationale et pour le recueil des preuves numériques.
Michael, vous préférez en français ou en anglais? Et donc, on a parlé des rançongiciels et bien évidemment, on ne peut pas parler de la coopération transfrontalière à Europol sans parler de Lockbit. Avec Jean-Philippe Lecouf, on en parlait hier. Il nous a expliqué qu'il y a eu ces 10 pays qui ont collaboré pour réussir dans cette opération Lockbit. Et est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce cas-là? Bien évidemment, par défaut, lorsqu'on travaille sur une affaire, il est important d'indiquer qu'on est toujours dans un rôle de soutien. Ce n'est pas nous qui menons l'enquête, ce sont les États membres qui mènent l'enquête et nous sommes là à titre de soutien, que ce soit de façon financière, logistique, opérationnelle. Par défaut, toutes les affaires impliquent plusieurs pays. Et pour revenir à Lockbit dans un instant, en général, on essaye de cibler l'infrastructure, les acteurs et aussi les paiements en crypto-devises. Et donc, dans différents pays, et donc il nous faut la collaboration, les capacités, les cadres juridiques de tous ces pays et les personnes sur place qui puissent intervenir. Ça a été la même chose avec Lockbit. Par exemple, là je triche aussi en regardant sur ma feuille, mais là nous, les États membres, avec le soutien d'Europol, nous avons éliminé 34 serveurs autour du monde, des dizaines de milliers de comptes qui ont été supprimés, 2 personnes arrêtées dans différentes juridictions. Et ce que nous avons fait de notre côté, en fait, depuis l'émergence de Lockbit, depuis notamment 2022, quand ils sont devenus plus proéminents. Pour vous donner un exemple de ce qu'on fait, on a organisé 27 réunions organisationnelles pour cette opération. Parfois, des sprints d'une semaine avec tous les enquêteurs qui travaillent ensemble sur les données. Et donc, on réunit les intervenants autour de la table pour qu'ils sachent ce que font les uns et les autres, échangent les preuves dont ils disposent. On a aussi des compétences techniques d'analyse vraiment de niveau de classe mondiale, aussi des capacités sur les infrastructures. Donc Lockbit a été un gros succès, mais si vous regardez les communiqués de presse sur notre site internet, là on souligne ce que font les États. C'est pas Europol, mais il y a eu beaucoup de réussites. Il y a eu l'année dernière Genesis Market, par exemple, qui vendait des identités, des identifiants de personnes sur une place de marché où il était très facile pour 5 € d'acheter les identifiants d'une personne, d'avoir accès à leur ordinateur et d'usurper ces identifiants. Et c'est quelque chose, on a fait la même chose sur Lockbit aussi. On a aussi tenu compte du côté de prévention. Et dans Genesis Market, il y avait 2 millions d'identités qui étaient en vente avec une coopération de 17 pays, 119 arrestations, des centaines de perquisitions aussi. Et ça, un seul pays ne peut pas le faire tout seul. Bien évidemment, les gens sont présents dans différents pays, mais il y a toute une question d'échelle et il faut la coopération des différents pays. Et comme il n'y a pas de frontières dans ce monde numérique, la coopération est essentielle pour réussir dans la lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur G-Gate et comment ça marche et la valeur ajoutée de cet écosystème? Le G4, c'est l'équipe d'action sur la cybercriminalité hébergée chez Europol. Ce ne sont pas des personnels d'Europol, ce sont des officiers de liaison de plusieurs pays européens et aussi de d'autres pays, des États-Unis, de l'Australie, de la Norvège, du Canada. Et donc, nous avons tous ces officiers de liaison qui sont réunis dans une même salle ensemble, qui peuvent coopérer étroitement. Et je pense qu'ils sont vraiment le moteur derrière ces belles opérations réussies, car quasiment tous les pays actifs dans la lutte contre la cybercriminalité sont présents autour de la table et peuvent aussi gérer tous les aspects
aspects administratifs et juridiques des enquêtes, aussi échanger, voir s'il serait utile de lancer des procédures juridiques dans tel ou tel pays. Et souvent, ces affaires sur lesquelles on travaille sont soutenues aussi par EC3 et par les J4. Merci beaucoup. Avec vous sur le Canada, Michael vient de le souligner, hein, le Canada fait partie de cet écosystème de coopération et on le sait puisqu'on a aussi le plaisir de venir en terre canadienne pour parler de ces sujets cyber et donc on voit toute la coopération qui est à l'œuvre. Quels sont aujourd'hui les partenaires clés avec lesquels vous coopérez en matière de cyber et notamment peut-être partager avec nous quelques succès que vous avez aussi pu rencontrer, auxquels vous avez participé? Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être assis ici avec des intervenants si impressionnants. Alors, merci pour l'invitation. Moi, je travaille au Centre canadien pour la cybersécurité. C'est un centre fédéral de cybersécurité comparable à l'ANSSI. Puis, en termes de la collaboration internationale en matière de cybercriminalité, l'étape numéro 1 pour nous, c'était vraiment de bâtir notre résilience nationale. Et la création du Centre canadien pour la cybersécurité, c'était vraiment une première étape pour cette collaboration, cette évolution nationale-là. Alors, dans ma création, on est devenu l'autorité opérationnelle en matière de cybersécurité pour le Canada et notre mandat a été élargi pour pouvoir non seulement protéger de façon très, très active les réseaux et les infrastructures du gouvernement du Canada, mais aussi de travailler avec les infrastructures essentielles, les infrastructures critiques du Canada pour pouvoir avancer et augmenter la résilience vraiment nationale. Alors, en termes de partenariat, cette année, comparativement, par exemple, à l'an passé, on a pu interagir avec à peu près 1400 secteurs critiques, secteurs essentiels au Canada, qui est une augmentation quand même l'année passée de 1000. Il y a aussi un rôle critique dans l'intégration et la collaboration avec les provinces, les territoires et les régions autochtones du Canada. Il y a 13 provinces au Canada et environ 100 municipalités avec qui on doit collaborer pour pouvoir vraiment bâtir la résilience, surtout parce que les rôles et responsabilités envers la cybersécurité et la cybercriminalité au Canada, c'est quand même un rôle diversifié à travers les différents niveaux gouvernementaux et aussi avec les différents niveaux fédéraux. Au niveau fédéral, on travaille très étroitement avec la Défense nationale, avec les Forces armées canadiennes, avec la Gendarmerie royale qui est vraiment responsable pour le contexte de cybercriminalité au Canada. On travaille avec très étroitement avec notre programme sœur dans le Centre canadien pour la cybersécurité qui fait partie du CST qui est le Centre de sécurité de télécommunications. Et dans ce même organisation, on a aussi le programme qui gère les renseignements électromagnétiques pour le Canada. Alors, avoir ce partenariat-là qui est très, très, très fondamental, nous permet d'avoir aussi de la visibilité au niveau international de certaines menaces que aucun de nos autres partenaires ont vraiment visibilité dessus. Alors, ça nous permet de produire de façon jointe et de façon très informée des avis et conseils pour supporter la résilience au Canada. Au niveau international, dans le centre, on a le CSIRT, on participe au CSIRT America. On a des liens très, très étroits avec les Five Eyes, qui sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada et j'en manque un. Je vais pas m'en rappeler plus tard. Et avec cette collaboration-là, c'est sûr que de façon internationale, on a déjà tellement une affinité et une confiance entre ces entités-là que ça nous permet de collaborer de façon très, très efficace. Alors, juste une bonne exemple de collaboration du niveau quand même assez opérationnel, nos services et nos capacités de cyberdéfense en termes de nos sensors, nos host-based sensors sont très, très avancés et considérés world-class au Canada. Et juste un exemple pour bâtir la résilience internationale, on a pu partager ces capacités-là avec notre partenaire
de UK, le GCHQ ou le NCSC, et ça l'a permis à l'organisme de pouvoir établir puis améliorer leur posture sans être obligé de prendre tout cet effort pour créer eux-mêmes et développer eux-mêmes ces capacités-là. Alors, c'est au niveau opérationnel, mais quand même des liens très importants. Alors, en premier lieu, pour le Canada, la collaboration internationale est critique pour notre mandat puis notre résilience nationale. Puis on continue à travailler au niveau international pour améliorer les buts communs. Merci beaucoup Marisol, et on reviendra bien sûr sur les échanges notamment au sein de l'ONU et comment se positionne le Canada, le point de vue du pays aujourd'hui sur ces échanges qui se poursuivent. Peut-être Léona, revenir avec vous sur au cœur de cette coopération. On l'a compris, hein, il y a de l'opérationnel, il y a du technique, il y a du technologique, il y a du privé, il y a du public, et puis il y a évidemment cette diplomatie qui est absolument essentielle. On en a d'ailleurs déjà un petit peu parlé hier, hein, de cette dimension. Comment aujourd'hui, quel rôle joue cette diplomatie? Comment aujourd'hui est-ce que vous vous positionnez? Vous pouvez agir donc dans cette lutte contre la cybercriminalité. Puis on a envie de vous demander évidemment quels sont les outils, les moyens dont vous disposez. Merci beaucoup pour cette question. Très pertinent, parce que c'est vrai qu'on voit souvent de manière intuitive ce qu'un policier, ce qu'un gendarme peut faire en matière de coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Le rôle du diplomate, c'est moins clair. Donc schématiquement, je dirais qu'on a deux grands domaines d'action. Le premier, c'est de négocier. Négocier les traités, c'est un peu le cœur de notre mission. Et en matière de lutte contre la cybercriminalité, en ce moment, il y a notamment un grand traité qu'on négocie, on va y revenir plus tard, à l'ONU, sur la lutte contre la cybercriminalité. Vous imaginez qu'en ce moment, négocier un traité à l'ONU dans le contexte géopolitique actuel, c'est pas une mince affaire. On a même certains qui utilisent le terme de lawfare pour qualifier la situation actuelle, donc legal warfare, de guerre juridique. Alors je ne sais pas si on est dans une situation de guerre juridique, mais en tout cas, en ce moment, à l'ONU, on voit certains États qui utilisent certains sujets, comme la lutte contre la cybercriminalité, pour détricoter le système international tel qu'on le connaît, voire pour le subvertir et le rendre plus compatible avec leur vision autoritaire du monde et notamment du cyberespace. Et donc notre travail, c'est de prévenir ce détricotage, cette subversion du système international, non seulement de le prévenir, mais de faire en sorte que le système international reste efficace pour traiter de ces enjeux-là. Le deuxième domaine, il est un peu plus terre à terre, c'est celui du capacity building. Donc, comment aider à l'international des pays en développement, ou en tout cas dont la maturité n'est pas similaire à la nôtre en matière de lutte contre la cybercriminalité. Et j'ai un exemple en tête. En ce moment, la France, en partenariat avec la Slovénie, est en train de monter un très beau projet de centre capacitaire dans les Balkans occidentaux, à Podgorica, qui aura notamment vocation à entraîner les praticiens de la région en matière de lutte contre la cybercriminalité. Merci beaucoup, Éléonore. Évidemment, on revient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce traité, notamment ce qui se passe à l'ONU, pour essayer de comprendre, de décrypter. Peut-être un point complémentaire avec vous, Yann. I would like to ask you a word. Je peux revenir à vous pour un mot sur la Convention de Budapest. On ne peut pas parler de coopération sans évoquer la Convention de Budapest et notamment le deuxième protocole additionnel. Merci beaucoup pour cette confiance. La Convention prévoit des dispositions des pouvoirs processuels et des pouvoirs de coopération internationale. Mais depuis 2007, on se retrouve face à des défis provoqués par le cloud. Quand on ne sait pas exactement où sont localisées les données, il faut donc de nouvelles procédures, de nouveaux outils plus efficaces pour faciliter cette coopération déjà difficile. Et la localisation est moins pertinente. C'est en fait la possession et le contrôle des données qui devient plus important. C'est un prestataire de services qui en a la détention et doit donc coopérer avec les services. Et il a fallu 4 ans pour négocier ce protocole qui a été ouvert à la signature en 2022, qui n'est pas en vigueur pour l'instant, mais bien évidemment, il y a beaucoup d'activités de développement des capacités, aussi à des projets conjoints avec l'Union européenne pour la mise en œuvre du protocole dans les pays de l'UE le moment venu, et pour nous aider
à faire en sorte que cela permette une coopération et soit mise en œuvre de façon efficace avec une coopération avec d'autres acteurs tels que les partenaires privés, les prestataires pour organiser des ateliers et pour mener un dialogue entre les uns et les autres. Michael, sur cette question du partenariat public-privé qui est si important dans ce domaine, est-ce que vous avez des points à ajouter? Pour nous, bien évidemment, on voit beaucoup de valeur dans les partenariats publics-privés. Comme tous les EC3, on a des groupes consultatifs, aussi 3 groupes consultatifs sur la sécurité d'Internet pour les sociétés de cybersécurité. On a un groupe sur les acteurs financiers et un autre avec les prestataires en matière de communication, en téléphonie et en accès Internet. Et ces groupes ont différents rôles, peuvent partager leur expertise, peuvent nous guider, nous informer sur ce qu'ils observent, aussi en matière de stratégie ou les phénomènes ciblés, mais plus récemment, depuis que le règlement d'Europol a été adapté pour faciliter notre coopération directe avec eux, on essaie d'opérationnaliser davantage ce système pour pouvoir recevoir des inputs directement de ces groupes, car par exemple, pour les prestataires, les sociétés de cybersécurité, elles bénéficient d'une grande visibilité et mènent des enquêtes et donc voient bien l'écosystème de la cybercriminalité et on souhaite échanger avec ces prestataires car à un moment ou à un autre, ils peuvent mener des enquêtes mais ils n'ont pas les pouvoirs juridiques pour aller plus loin, peuvent identifier certaines infrastructures, ne peuvent pas y aller, faire une copie du serveur ou identifier le propriétaire du serveur. Et c'est là que nous, on peut intervenir avec les forces de l'ordre. Et donc, on voit beaucoup de valeur dans nos partenaires privés et on essaie d'aller plus loin pour qu'ils puissent vraiment contribuer. Ils le font déjà, mais vraiment pour formaliser leur contribution et faire en sorte qu'on ait un bon échange des informations pour des réussites futures. Convention au cœur de l'Union européenne et Karine, évidemment, on va en parler avec vous. Et donc cette résolution qui vise à mettre en place donc une convention internationale pour mieux lutter plus efficacement contre la cybercriminalité. Alors cette initiative a quand même suscité quelques réactions, quelques vives réactions, notamment des démocraties évidemment libérales face à possiblement des détournements de ce qui pourrait être utilisé. On rappelle quand même que c'est 2019, la Russie qui pousse cette convention et donc là effectivement on peut en tous les cas appeler à la vigilance sur ce que certains États, notamment on pense à la Russie mais aussi à la Chine, qui pourraient détourner un certain nombre d'éléments pour peut-être mettre en place un management particulièrement autoritaire sous couvert de cette lutte contre le cybercrime. Karine, est-ce qu'on peut revenir avec vous peut-être pour mieux comprendre de quoi on parle dans cette résolution, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'elle contient ? Oui, alors effectivement, cette résolution a été initiée par la Russie et soutenue par la Chine et quelques autres pays, parmi lesquels le Venezuela, la Biélorussie, la Corée du Nord, qui ont donc soutenu une résolution qui a obtenu une petite majorité à l'Assemblée générale pour lancer des négociations internationales pour l'adoption d'une convention universelle de lutte contre la cybercriminalité. Et ce qui est donc très intéressant et peut-être de façon assez contre-intuitive, les pays occidentaux, les grandes démocraties se sont opposés évidemment à cette résolution. Alors pourquoi cela ? Eh bien parce que comme les panélistes l'ont bien dit, jusqu'à présent, on a déjà une belle convention, qui est la convention de Budapest de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons aujourd'hui 70 États. Ce ne sont pas simplement des États européens, il y a aussi des États africains, il y a de plus en plus d'États sud-américains qui participent à cette convention, donc elle s'universalise progressivement. Et donc, la crainte, si vous voulez, c'est que si on développe une nouvelle convention, eh bien, il risque d'y avoir des discordances entre ces deux conventions, il risque d'y avoir une compétition de cette
deux instruments, et cela pourrait affaiblir la Convention de Budapest. Et ce risque d'affaiblir la Convention de Budapest est derrière quand même la lutte internationale contre la cybercriminalité, et d'autant plus un problème que, effectivement, derrière, c'est la Russie qui est à l'origine quand même de ces négociations. Et pourquoi la Russie? La Russie, c'est quand même un pays qui est considéré comme, permettant à toute une série de cybercriminels de lancer des cyberattaques contre les autres États. Et la Russie est bien connue pour être un opposant farouche à la Convention de Budapest. Donc il est très clair que la Russie a un agenda caché. Elle cherche à nuire à la Convention de Budapest. Et elle cherche aussi, comme l'a bien dit Léonard, c'est du lawfare. La Russie cherche aussi, à travers, sous couvert de l'ombrelle d'une Convention des Nations Unies, à utiliser la lutte contre la cybercriminalité, pour poursuivre et criminaliser, je dirais, ses opposants, les journalistes, et obtenir, et c'est ce qui serait tragique, c'est obtenir de la coopération internationale dans cette lutte qui viserait donc à porter atteinte à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Merci beaucoup, Karine. On en est où aujourd'hui des échanges, des négociations? Est-ce que finalement, on voit qu'il y a un bloc quand même qui se forme d'un certain nombre de pays qui ne sont pas d'accord avec ces négociations? Est-ce qu'elles sont au point mort? Alors, ces négociations ne sont pas au point mort, mais je parle ici un peu aussi sous le contrôle de Léonard. Peut-être que donc je reviendrai peut-être ici plutôt sur les grands enjeux actuels de ces négociations. Donc il y a eu quand même des avancées extrêmement importantes. Il y a eu quand même 7 sessions de négociations de 2 semaines chacune, 5 intersessions. Les délégations ont énormément travaillé sur ce projet. Même les délégations, je dirais, qui étaient opposées à ce projet sont rentrées dans la négociation et ont négocié de bonne foi pour se dire on va essayer quand même de trouver un bel instrument et un instrument qui va être compatible et qui va permettre une bonne coopération entre la Convention de Budapest et la Convention des Nations Unies. Ceci étant dit, on a quand même 3 grands enjeux ici qui sont importants et qui sont fondamentalement interdépendants. C'est le problème, premièrement, des crimes qui vont être inclus dans cette convention. Et là, si on a un consensus aujourd'hui entre les États sur ce qu'on appelle les crimes cyberdépendants, c'est-à-dire des crimes qui ne peuvent pas être commis sans l'utilisation des technologies de l'information, comme par exemple l'accès illégal à un système d'information, et qui forment aussi le cœur des crimes de la Convention de Budapest. Là, on a un consensus entre les États. En revanche, on a énormément de divergences sur ce qu'on appelle les crimes permettants, les cyber-enabled crimes, qui sont des crimes qui peuvent être commis sans les systèmes d'information, mais qui sont facilités, amplifiés par les systèmes d'information. Par exemple, la corruption, le trafic de drogue, le trafic d'armes, mais aussi la pédopornographie. Et c'est sur ce point-là, en fait, qu'on a des divergences. Pourquoi? Parce que dans ces crimes cyber-permettants, on peut mettre aussi beaucoup d'autres choses. Et la Russie, elle pousse pour mettre, par exemple, des crimes qui ne font pas consensus, qui sont attentatoires à la liberté d'expression aux droits de l'homme, comme le crime d'extrémisme, le crime de dissémination d'informations dommageables, quand on pense que c'est la Russie et la Chine qui portent ce genre, évidemment, de crimes, cela peut faire un petit peu peur. Et puis donc le deuxième point qui fait débat, c'est la coopération internationale. Quelles vont être exactement les obligations de coopération entre les États au sens de cette convention? Est-ce qu'ils vont devoir coopérer et échanger des preuves seulement sur les crimes qui ont été définis, ou bien est-ce que cette coopération peut aller au-delà des crimes définis dans la Convention des Nations Unies et porter sur d'autres crimes et ce qu'on appellerait des crimes sérieux? Et là, évidemment, il y a un risque, si vous voulez, pour qu'on étende cette coopération internationale vers des crimes qui n'auraient pas été définis dans la Convention des Nations Unies. Puis enfin, le troisième grand point, c'est un peu le juge de paix, je dirais, c'est la question de la protection des droits de l'homme. Est-ce qu'on va être capable, dans cette Convention des Nations Unies, de développer un certain nombre de règles qui vont nous assurer que des régimes autoritaires n'auront pas utilisé cette Convention pour porter atteinte aux libertés fondamentales? Merci beaucoup, Karine. Effectivement, les droits humains et donc des oppressions, notamment qui sont aujourd'hui redoutées sur à la fois des activistes en faveur des droits humains, évidemment, la liberté de presse aussi, et donc des oppressions sur les journalistes qui sont sous couvert. Léonard, évidemment, on aimerait avoir aussi votre retour, votre analyse. Vous suivez bien sûr ces négociations, peut-être un complément sur ce qu'évoquait Karine. Où en est-on?
quelle est la position aussi de la France sur ces sujets, voilà, et quelles sont finalement les actions qui pourraient être possibles, alors peut-être celles qui sont déjà engagées et ce qui pourrait être fait pour que ces négociations évoluent évidemment dans le bon sens, si je puis me permettre de parler de bon sens. Oui, alors tout d'abord, je peux souscrire à, je crois, la totalité de ce que vient de dire Karine. Une manière de présenter le sujet actuel, c'est de comparer les perspectives entre, par exemple, la perspective de la France et de ses pays affinitaires et la perspective d'autres États, dont la Russie et la Chine, s'agissant de ce nouvel instrument. Nous, qu'est-ce qu'on veut quand on négocie un instrument comme ça? On veut un instrument qui soit efficace, qui soit utile pour nos services enquêteurs et qui facilite la coopération internationale pour pouvoir, à la fin, attraper les cybercriminels et entraver leur capacité. Ce que d'autres pays veulent, et Karine parlait d'un agenda caché, on peut légitimement se demander si c'est vraiment des progrès dans la lutte contre la cybercriminalité à l'échelle internationale, notamment quand on voit à quel point certains pays sont de véritables sanctuaires pour justement les groupes cybercriminels. En revanche, ils peuvent avoir un intérêt à instrumentaliser ce type de traité pour légitimer leur pratique de contrôle social, de contrôle politique en ligne dans leur pays et d'une certaine manière l'exporter à l'international. Et donc c'est la raison pour laquelle la France s'est historiquement, et la France est c'est like-minded, c'est affinitaire comme on dit en bon français, c'est historiquement opposé au lancement des travaux sur cette convention, cette nouvelle convention de l'ONU. Une fois que l'Assemblée générale a décidé que ces travaux seraient lancés, il a été décidé qu'on contribuerait de manière constructive à ces travaux, puisque on est attaché au multilatéralisme et une fois qu'on a perdu cette bataille-là, on estimait qu'il n'y avait pas intérêt à continuer à s'opposer, mais plutôt faire en sorte que cet instrument, maintenant que sa négociation est lancée, aille dans le bon sens. Mais on a toujours considéré que la Convention de Budapest restait en gros le gold standard en matière d'efficacité dans la coopération internationale, mais aussi en matière de garantie à apporter en matière de droits de l'homme. Alors comment on fait? Quelle est notre position? Notre position, c'est précisément de tenir notre position, c'est de ne pas lâcher sur deux sujets principaux. Tout d'abord, la définition de ce que constitue un crime cyber. Non, un opposant qui va poster quelque chose sur les réseaux sociaux qui est contraire à l'intérêt du régime, ce n'est pas pour nous du cybercrime. Donc on est prêt à être un peu flexible sur aller un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé, donc, par exemple dans la Convention de Budapest, mais tout ce qui relève d'un délit politique n'a rien à faire dans cette convention. Et le deuxième point d'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte que la coopération internationale telle qu'elle sera designée dans cette convention-là s'accompagne des garanties nécessaires en matière de droits de l'homme. Et là, on fait passer le message que, et notamment à tous ces pays qui ne relèvent ni du groupe de pays dont on fait partie, ni de l'autre que j'évoquais, mais un peu de ce qu'on appelle parfois le middle ground, ce qu'on fait passer au middle ground, c'est que les garanties en matière de droits de l'homme, par exemple en matière de protection des données dans la coopération internationale, ne sont pas un obstacle à la coopération internationale, mais c'est ce qui va rendre possible la coopération internationale. Et donc, s'ils veulent eux aussi un instrument efficace, ils vont devoir accepter ces protections. Et je pense que ce message est en train d'être entendu. Et d'ailleurs, le dernier texte sur lequel on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais qui sera réexaminé lors de la dernière session, allait plutôt pour nous dans le bon sens. Et donc, on estime qu'il faut aujourd'hui conserver cet élan. Peut-être Marisol, votre point de vue, à vous, le Canada, sur ces négociations qui sont en cours à l'ONU, la position de votre pays aujourd'hui? Oui, merci. Quand je parlais plutôt des collaborations fédérales envers la cybersécurité, j'ai mentionné les affaires mondiales et le département des défenses nationales. Alors, quand ça vient des conventions internationales comme celle-ci, c'est vraiment eux qui ont la mise en prise de ces négociations-là et ils viennent au centre pour avoir des avis et conseils. J'ai bien aimé apprendre de mes collègues ici à propos des enjeux critiques. Je dirais, en général, au Canada, c'est des enjeux très semblables. Puis, je trouve ça fascinant, l'interaction entre les conventions internationales puis comment ça peut influencer aussi des normes plus nationales envers la cybersécurité. Puis, ça peut nous donner une idée du niveau géopolitique puis les intentions de nos adversaires et de nos partenaires envers la résilience de la cybersécurité. Merci beaucoup, Marcel. Yann, would you like to give us your point of view, what we were?
Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais peut-être vous demander ce que vous pensez par rapport à ces négociations des Nations Unies quant à la Convention sur la cybercriminalité. Alors, merci beaucoup. Ça a été très intéressant de pouvoir entendre ce que disaient les panélistes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils nous ont dit. Quel est le contexte? Cette négociation pour la résolution, en tout cas, la résolution est adoptée après une proposition par la Fédération de Russie, qui a été contestée, et puis qui a proposé sa propre version. Et ensuite, au travers des négociations, les dispositions se sont rapprochées de plus en plus de celles de la Convention de Budapest. Donc finalement, c'est une belle activité de multilatéralisme. Nous voyons que la Convention de Budapest a été validée par beaucoup d'États qui viennent du monde entier finalement. Et durant la phase de négociation, et cela peut vous sembler un paradoxe, nous avons reçu beaucoup de demandes de se joindre à la Convention. Pour le moment, nous avons 70 États partis et 21 membres ont présenté leur candidature. Nous avons reçu beaucoup de demandes et nous avons entendu ces candidatures de la part de pays venant du monde entier réellement. Donc peut-être que ces conventions pourraient permettre de servir de pont qui mène à la Convention de Budapest. Il y a certains outils qui ne sont pas présents dans l'une ou l'autre, qui sont plutôt dans le deuxième protocole, le protocole additionnel. Ce qui serait, je pense, primordial, ce serait qu'il n'y ait pas de disposition qui puisse atteindre à la liberté d'expression. On a parlé de ces crimes facilités par le niveau, par l'informatique, par les technologies de l'information. C'est vraiment là que le risque est. Il faut que nous mettions des barrières, des protections au sein de cette convention. Revenir avec vous, vous l'avez évoqué, vous étiez plutôt optimiste, hein, c'est ce que vous avez souligné, Léonard, sur les prochaines étapes. Peut-être, Karine, revenir avec vous sur justement ces prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Peut-être après, Léonard, un complément. Léonard, vous avez le micro, vous voulez... Oui, alors, être optimiste, ça fait aussi partie de notre métier, puisque les enjeux sont parfois si complexes qu'on n'a pas le choix, pas d'alternative à l'optimisme. Non, je dirais que c'est vrai que ça allait, le dernier texte présenté allait dans la bonne direction, et comme vient de le dire notre collègue, c'est vrai qu'on a fait un gros travail entre le postulat de départ russe et l'arrivée. On se rend compte que finalement on se rapproche de quelque chose qui peut ressembler à la Convention de Budapest. Après, tout va dépendre de l'appétit pour le compromis des États qui ne sont pas d'accord avec cette vision-là. On peut toutefois imaginer que pour la Russie, l'échec des négociations s'agissant d'initiative de sa part n'est peut-être pas une option. Oui, en effet, sans doute que la Russie qui semble parfois assez intransigeante, parfois curieusement, mais c'est sans doute un jeu d'échecs. Dans la dernière session de négociation, va accepter le consensus sur un certain nombre de points parce que, comme le dit bien Léonard, c'est quand même la Russie qui est à l'initiative et la Russie n'a aucun intérêt à l'échec. Cette réussite, quand même, sera une réussite pour la Russie. Il n'en demeure pas moins, et pour la Chine aussi, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Chine soutient cette convention. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, ce couple Chine-Russie dans les négociations. On voit que la Chine intervient souvent après la Russie en se disant prête au compromis. Donc elle essaie d'apporter le compromis et la Chine, pour diverses raisons, a aussi sans doute tout intérêt au succès de cette convention. Ensuite, il n'en demeure pas moins que pour effectivement les États qui sont proches de la Convention de Budapest, eh bien le compromis, oui, mais encore faudra-t-il que ce compromis, eh bien, il ne se fasse pas au prix d'une compétition avec la Convention de Budapest ou d'un affaiblissement des droits humains. Est-ce qu'on a un horizon des prochains échanges, des prochaines avancées? Est-ce qu'on sait, voilà, un petit peu ce qui va se passer en termes d'agenda? Alors, c'était censé se terminer à la fin de l'année dernière, et donc la 7e session qui s'est tenue en novembre-décembre dernier sera prolongée. Donc, c'est pas une 8e session, mais ce sera une prolongation de la 7e session courant 2024, avec l'idée que c'est vraiment cette fois-ci l'étape finale.
Étape finale sur 2024. On va évidemment continuer à suivre. Peut-être Marisol, un dernier point et on prendra quelques questions de nos invités sur finalement ce que l'on a évoqué, des points, des avancées. Il y a également aussi toujours un travail de diplomatie fort à opérer pour aussi arriver à un certain nombre de consensus, mais aussi effectivement, comme l'a rappelé Yann, d'avoir des garde-fous qui sont présents et qui agissent et qui permettent aussi d'avoir un encadrement de toutes ces dimensions, que ce soit sur la partie régulation, opérationnelle ou autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, renforcer cette coopération internationale? Du niveau national, pour revenir à l'importance de l'élaboration de la résilience nationale pour supporter la résilience internationale, au Canada, hier, un de mes collègues a fait une présentation sur une loi qu'on essaie de passer en termes de régulation. Puis, quand on parle des régulations internationales, des politiques internationales, des directives internationales en cybersécurité, c'est certain qu'il faut qu'on s'aligne aussi au niveau national. Alors, on essaie d'avancer la régulation de 4 secteurs critiques au Canada, qui va être en ligne avec beaucoup d'autres nations, des nations européennes. Par exemple, la France a déjà 16 secteurs qui sont réglementés. Alors, même cette évolution-là, en termes de la posture canadienne, va aider à aligner au niveau international. D'autres enjeux intéressants en termes de tous ces développements-là, puis les collaborations internationales, c'est le contexte financier, puis le contexte de capacité, puis l'évolution des technologies qui est quand même extrêmement rapide puis très difficile à s'ajuster. Au niveau financier, quand il y a des développements internationaux, puis on reçoit des demandes d'assistance, des demandes de support, des demandes de capacity building, c'est certain qu'il faut vraiment proactivement essayer de développer les besoins, d'essayer de comprendre les besoins futurs pour pouvoir travailler par en arrière pour s'assurer qu'on bâtit le talent, qu'on a les ressources, qu'on a les bons investissements dans les bonnes places de façon internationale, qui est aussi un enjeu très, très critique. C'est pas seulement mettre sur papier une entente, mais c'est d'opérationnaliser cette entente-là de façon efficace, qui est pas facile. Merci beaucoup, Marisol. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. Si vous souhaitez adresser des questions à nos invités, je vous invite à lever la main. On va vous faire passer un micro. Y a-t-il des questions? Alors voilà, merci pour la salle parce que je vous avoue qu'avec les projecteurs, je ne vois pas grand-chose. Voilà, donc là, c'est le wake-up call. Y a-t-il des questions que vous souhaitez adresser? Bien. Si, une question. Excusez-moi parce qu'avec les projecteurs, je ne vois pas très bien dans la salle, donc... À tous, je m'appelle Alice Rotré, je suis doctorante et c'est sans doute plutôt une question qui va s'adresser à Monsieur Roland. Vous parliez d'efficacité et d'utilité, en tout cas vous avez mentionné ces deux termes. Quelle sera véritablement l'utilité de l'éventuelle ou probable convention adoptée, sans doute à minima, notamment pour la France ou particulièrement pour la France, ou comment vous le... Pour moi, l'utilité résidera avant tout dans la capacité à coopérer avec des États qui seraient membres de cette nouvelle convention, mais qui ne seraient pas membres de la convention de Budapest. Donc en fait, ça offrirait un cadre de coopération à minima avec davantage d'États. Mais pour ceux qui sont dans le périmètre, les 70 États qui sont partis à la Convention de Budapest, la Convention de Budapest resterait le cadre de référence car plus précis et plus prompt à susciter des coopérations opérationnelles efficaces. Merci Léonard. Nous avons une autre question. Bonjour, je suis Laïnie Cultier, je travaille chez Thales en tant que sales manager. Comment concilier le fait de mettre en place une coopération internationale et le fait que certains États, on le sait, sont des États qui supportent la cybercriminalité? Donc, comment vous arrivez dans le day-to-day à travailler dans cette ambivalence? Merci. Michael? Yes, maybe I can... Oui, je peux peut-être dire quelque chose à ce sujet. Alors, je ne vais pas rentrer dans la géopolitique, mais en effet, pour nous, le goulot d'étranglement, ce n'est pas le cadre juridique. Le cadre juridique existe, en particulier cette convention de Budapest et autres. Mais en effet, on a des juridictions dans certains pays qui ne sont peut-être pas... qui ne rendent pas les choses faciles, si on peut le dire ainsi, en matière de coopération.
Alors comment faire? Eh bien, tout d'abord, on n'essaye pas de directement aller à l'encontre des personnes qui sont directement derrière leur clavier parce qu'ils sont dans une autre juridiction et on ne peut rien faire. Donc parfois, ce qu'on peut faire, c'est discuter avec les infrastructures. Donc on peut parler d'une infrastructure Internet. Souvent, il y a des serveurs qui s'y trouvent. Donc beaucoup de juridictions sont en coopération avec nous et nous donnent accès à leurs infrastructures, ce qui nous donne de bonnes informations. Et de cette manière, on peut obtenir beaucoup de données qui sont utiles pour des enquêtes à l'avenir. Donc on peut parfois passer de cette manière par les infrastructures. L'autre possibilité, c'est suivre les crypto-monnaies. Mais on ne s'attaque pas aux personnes, puisque les personnes sont protégées par un cadre juridique qu'on ne peut pas atteindre. Mais on peut quand même, par exemple, les signaler. Donc si un jour ces personnes se déplacent dans une direction amie, ils pourraient être arrêtés à ce moment-là. Donc on peut tout de même signaler les contrevenants. Alors, c'est difficile, soyons bien d'accord. Mais j'en suis d'accord. Je suis d'accord également avec vous. Pour le moment, la difficulté n'est pas le cadre juridique, c'est le fait que certaines juridictions ne permettent pas une belle coopération. Yeah, just briefly, indeed, there are some countries. En effet, certains pays, pour des mécanismes traditionnels tels que l'assistance juridique mutuelle entre les pays, ne coopèrent pas. Et là, la diplomatie a son rôle à jouer. Par exemple, certains pays avec lesquels nous menons un dialogue de la cybersécurité permet de réunir toutes les administrations du pays dont nous parlons et de la France en matière de cybersécurité. Et ce type de format nous permet de transmettre des messages quant à la question de la coopération dysfonctionnelle que nous avons en matière de cybercriminalité. Donc cela permet parfois d'ouvrir la porte à d'autres agences gouvernementales. Marisol? Une infrastructure d'équité qui est quand même assez mature puis qui est fondamentale à la prise de décision des collaborations internationales. Les agences que j'ai mentionnées auparavant, ils travaillent ensemble pour évaluer les équités, les opportunités, les risques, de faire des collaborations, faire des missions, de supporter différents États, différentes entités. Puis sans ce modèle d'équité-là, on ne serait pas vraiment en position de gérer au niveau macro là, les composantes géopolitiques. Alors, c'est une composante très critique dans notre développement international. Nous avons une autre question. Oui, monsieur, vous avez le micro. Merci, bonjour à tous. Ce que Marisol McPherson a juste fini de dire, c'était intéressant par rapport à l'évolution des menaces informatiques. Et donc ma question c'est comment une convention, même bien écrite, même qui est complète dans un certain moment, peut être mise au jour dans le temps. Karine, vous voulez répondre? Oui, en effet, c'est un enjeu extrêmement important et peut-être effectivement que Yann reviendra notamment sur la Convention de Budapest à cet égard, parce qu'il faut arriver à identifier des crimes qui ne soient pas, il ne faut pas les identifier de façon trop précise, afin de permettre à une convention de continuer à vivre alors qu'il y a beaucoup de crimes que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui ou de moyens techniques qui vont être utilisés plus tard. C'est pour ça que généralement on essaie de rester quand même sur des crimes assez larges pour permettre effectivement des évolutions. Alors ensuite il y a toujours la possibilité d'adopter des protocoles à une convention et qui viennent, mais ça c'est une deuxième possibilité. On peut faire des protocoles qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure à la convention en fonction des évolutions internationales. Mais je pense que tout l'enjeu, c'est fondamentalement à la fois d'assurer une certaine sécurité juridique et de rester quand même relativement flexible pour permettre à une convention de s'adapter dans le temps. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est en fait une très très bonne question. Parce que je peux peut-être ici vous expliquer la philosophie de la Convention de Budapest qui a été adoptée en 2001 et les dispositions juridiques sont neutres en matière de technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en 2001, les rançons logicielles n'existaient quasi pas. Mais les dispositions de la Convention
en matière de droit pénal, l'accès illégal, l'interception illégale des données, tout ceci peut être interprété et utilisé. Et d'ailleurs, les recommandations qui ont été prises en compte par le comité de la lutte contre la cybercriminalité donnent simplement plus d'informations sur la façon dont on peut interpréter et utiliser la Convention pour couvrir ces nouvelles menaces. Par ailleurs, et je dirais ceci également en conclusion, on se pose la question de ce que pourrait faire partie de ce deuxième protocole additionnel. Car nous n'avons pas besoin finalement de dispositions de loi pénale. Ce dont nous avons besoin, en fait, ce sont simplement de procédures supplémentaires pour obtenir les preuves électroniques. Et c'est pourquoi nous avons besoin de coopération directe avec les failles d'autres juridictions. C'est un des domaines que nous pouvons explorer afin d'avoir des mesures d'urgence, par exemple, et d'autres systèmes procéduraux. Mais quand on parle vraiment de loi pénale internationale, les dispositions sont présentées de manière très neutre. Mademoiselle. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Bénédicte Sache et je suis traductrice-interprète spécialisée en cybersécurité et géopolitique. Et ma question s'adresse, je pense, plutôt à Monsieur Roland. Je me demandais dans quelle mesure le soutien à ce projet s'aligne sur les positionnements traditionnels des pays sur ce genre de questions. Et je pensais par exemple à la position des démocraties libérales, comme par exemple la Turquie, la Hongrie. De quel côté est-ce que ces pays ont tendance à pencher? Il y a quand même je dirais une solidarité du camp des démocraties occidentales, enfin même plus largement OTAN, UE sur ces questions-là. Donc je pense que ces États-là sont aussi convaincus de la nécessité d'avoir une convention qui soit opérationnelle et garante des libertés fondamentales. Je reviens juste sur ce que vous nous avez dit de votre profession. Ces enjeux-là sont au cœur de la négociation, ce qu'on appelle les enjeux de concordance linguistique, puisque derrière ce qu'on va mettre, derrière la notion de cybercrime, qui par exemple n'est pas utilisée par un pays comme la Russie, va se cacher des choses qui sont énormément importante pour après la mise en œuvre de ce traité-là. Et donc la France a joué un rôle particulier et continue de jouer un rôle particulier justement sur tout le groupe de travail sur la concordance linguistique qui va être clé pour la finalisation de la Convention. Merci Léonard, et nous avons une dernière question devant. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis Anouk Paulmier, j'organise des exercices de crise cyber chez Schneider Electric. Je crois qu'on a bien tous compris l'importance de la collaboration entre pays. Et hier, on a aussi appris lors d'un panel de discussion, comme le vôtre, qu'il y aurait en 2024 79 élections à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Europe également. Est-ce que vous y voyez là potentiellement un danger, une fragilisation pour cette collaboration internationale ? Oui, 60% du PIB mondial qui vote en 2024, ça peut faire basculer pas mal de choses, avec notamment des démocraties qui sont particulièrement en danger sur la planète. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir? Marisol? En termes de la protection de la démocratie au Canada, c'est sûr que le Centre cyber, on est engagé excessivement dans le support de notre système de démocratie. On donne des systèmes de cyberdéfense pour ça, pour s'assurer que l'information est bien contrôlée dans ce domaine-là. Alors, c'est effectivement un enjeu très important. Est-ce que Léonard, Karine, vous souhaitez peut-être apporter un point de vue complémentaire? Oui, c'est en effet un enjeu fondamental. Moi, j'avais retenu le chiffre que la moitié de la planète allait voter, 60% du PIB. Je pense que tout ça est compatible. Donc c'est vraiment the election year, avec bien sûr des risques de déstabilisation par voie cyber qui sont non négligeables. On a eu le cas en 2016, on a eu le cas en 2017, des opérations de hack and leak. C'est quelque chose auquel on se prépare. C'est quelque chose dont on parle entre États
européen. Donc on coordonne notre vision de la menace, on échange sur la menace, on échange sur les bonnes pratiques, sur comment justement se prémunir de ça. On est solidaires l'un de l'autre. Par exemple, le Royaume-Uni a fait récemment des déclarations sur des attaques qu'ils ont subies et dont ils estiment qu'elles contribuent à une possible déstabilisation électorale. Eh bien, l'UE est venue en soutien par des déclarations en disant nous sommes solidaires du Royaume-Uni. Voilà, donc c'est aussi un motif de coopération internationale, du moins entre affinitaires. Karine, un point que vous vouliez peut-être apporter? Effectivement, ce qui est assez intéressant finalement dans ce contexte électoral mondial, c'est qu'il va être assez complexe de distinguer les cyberattaques qui visent en fait fondamentalement à déstabiliser ce processus électoral, d'autres cyberattaques qui visent en fait à utiliser ce contexte de fragilité électorale, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont opportunistes. Et donc, on risque effectivement d'avoir une combinaison de cyberattaques assez extraordinaire au cours de ces prochains mois. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et on l'a compris, cette coopération internationale est à l'œuvre. Elle est un des piliers de lutte contre la cybercriminalité. Elle n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga, mais elle se repose aujourd'hui. En tous les cas, elle peut s'appuyer sur un certain nombre de textes, de conventions, d'acteurs qui coopèrent, qui avancent. On voit des succès, mais on voit aussi que ces avancées, comme la Convention de Budapest, peuvent être remis en cause, peuvent être bouleversées. Et ce que l'on retient effectivement, c'est que rien n'est jamais acquis, que tout cela peut être remis en question. Et donc, ce que je retiens, c'est à la fois beaucoup de l'optimisme, ça a été dit, des actions qui portent avec aujourd'hui des résultats qui sont là pour la preuve par l'exemple, si je puis me permettre, mais on voit aussi qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de vigilance et je crois qu'il y avait aussi beaucoup d'humilité dans la manière dont vous avez adressé ces sujets, tant les défis face à nous sont importants. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir partagé votre expertise, votre quotidien avec nos invités. Merci à chacun de vous d'avoir assisté à ces échanges. C'est évidemment un plaisir d'être avec vous. Et bien entendu, l'actualité ici au cœur de l'InCyber à Lille continue tout au long de la journée. Encore demain, on aura donc le plaisir de se recroiser. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci à vous.